Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu plus courte où on va parler de l'avancement du nanoréseau. Donc vous pouvez voir sur la table que j'ai le TO16 XPHD, machine que j'utilise à la place du TO16 de faible capacité, donc le petit. Celui-là étant plus pratique parce qu'on peut mettre plus de cartes et surtout c'est plus accessible. Il n'y a pas une grande barre qui gêne. Et au milieu, pour simplifier mes tests, donc j'utilise un MO5NR parce que j'ai pas besoin de rajouter une extension de mémoire et un contrôleur nanoréseau, c'est tout intégré. Et devant sur la table, vous avez ma carte qui fonctionne au demeurant. Mais on verra ça un petit peu plus tard parce que bon, j'ai encore quelques soucis avec le nanoréseau. Et sur le bureau, on a une carte originelle qui m'a été prêtée par Full Duplex. On a aussi sur la table les connectiques nanoréseau que j'ai fabriquées. Donc celle qui sort de la carte et celle qui permet d'aller vers les Thomson. Et sur la droite, on a une machine, un TO9+, mais lui, on verra plus tard. Dans une autre vidéo. Celui-ci, je l'ai récupéré, mais il n'est pas fonctionnel. Il a au moins son clavier qui ne marche pas et probablement d'autres problèmes. Mais on verra ça plus tard. Donc, pour parler un tout petit peu de l'avancement sur le nanoréseau, on va donc s'approcher du TO16 et je vais vous montrer 2-3 choses sur la carte nanoréseau et sur des outils qui ont été créés. Donc pour les nouvelles, commençons déjà par cette carte. Donc ça c'est la carte que j'ai faite, que j'ai reproduite. Donc vous l'avez déjà vue. C'est la toute première que j'ai faite. J'en ai refait 2 autres depuis. Les autres je les ai refaits d'ailleurs sans tous les supports, juste avec les supports qui sont nécessaires sur quelques puces. Et voici une carte originale. Donc si j'essaie de les mettre côte à côte, on peut se rendre compte qu'elles sont très identiques. Normal, je suis reparti exactement du PCB nettoyé d'une carte originale pour faire la copie. Bien sûr, en remplaçant les condensateurs électrolytiques par des céramiques et le dernier ici qui est introuvable par un condensateur céramique. Polymère, pardon. Donc voilà, il y a les mêmes jumpers de configuration que la carte originale, avec les mêmes settings que la carte originale. De toute façon, il ne faut pas y toucher, elle est fixée sur une seule IRQ, donc même si on peut les régler avec les jumpers là, ça ne marchera pas. Donc, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que cette carte, eh bien, elle fonctionne. Elle fonctionne, j'en ai fait une à Full Duplex, qu'il a branché dans son TO16 XP, donc qui est le même que celui-ci. Et il a réussi à démarrer le nanoréseau sans problème. Et il m'a même dit que cette carte est même plus stable et mieux que la vieille version originale. Sans doute parce que les condensateurs qui sont notamment ici et ici, qui déterminent les délais, eh ben, ils ont sûrement shifté avec le temps, ce qui fait que les cartes sont moins bonnes qu'à l'époque. C'est le problème qu'on n'a pas sur une carte neuve. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer la carte dans le TO16 et je vous reprends après. Je n'ai rien branché derrière la carte, donc elle est... Il n'y a pas de Thomson, il n'y a pas de réseau de branché. J'ai juste mis la carte dans la machine. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le logiciel de gestion du nanoréseau, donc le NR33. Avec le pilote le plus compliqué, c'est-à-dire le CTIBM qui fait tous les tests sur la carte. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça marche. Le logiciel a bien checké toute la carte, a bien vérifié tout ce qu'il avait à vérifier, notamment les timings qui sont dus au condensateur que je vous ai montré et son couple de résistance qui va avec. Et voilà, je suis dans le logiciel de nanoréseau. Qui ne va pas me dire grand chose, sauf que ma machine n'a que 512 kilooctets de mémoire. Voilà. Normalement, en bas, il affiche l'heure, mais comme je ne l'ai pas mis à l'heure, il est à 00, il est à minuit. Donc, il est 1 minute.
Donc voilà, ma carte démarre. Et on a aussi fait un logiciel, que c'est mon collègue Freddy qui, en assembleur, a récupéré les tests du driver CT IBM et qui a fait un petit exécutable qui permet de vérifier la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le splitter derrière la carte, donc qui permet de partir en DB9 et de sortir en 2 DIN, comme à l'époque. J'ai des bouchons donc, qui sont faits pour terminer le câble qu'on n'utilise pas, par exemple, et pour le deuxième bouchon à l'autre bout du réseau, mais je ne vais pas les utiliser, ce ne sont pas très utiles quand on n'a qu'une seule machine sur le réseau. Et je me suis fait un câble. Donc c'est un câble très simple. On a la partie ici qui va se repluguer sur celle-là, donc derrière la carte nano réseau. On a un autre câble qui part pour le Thomson. Et on a la prise pour le même câble réseau suivant qui viendrait se brancher là pour continuer la chaîne. Et pour pouvoir mettre en chaîne comme ça jusqu'à 16 Thomson. Donc je vais brancher ce câble après le Thomson avant de lancer le test et ça permettra de voir tout ce qu'on peut voir avec le logiciel de test. Donc vous allez voir, le logiciel est un peu rustique, mais c'est le logiciel qui va permettre de tester toute la carte. Alors si je le lance, déjà il va commencer par regarder si le port d'entrée d'IO 303 et les ports d'entrée IO 301 qui sont utilisés par la carte sont disponibles. Et donc déjà s'il y a un conflit parce qu'il y a un autre périphérique sur la machine qui utilise ces ports-là, le logiciel nano réseau dit juste carte défectueuse ou absente. Tandis qu'avec ce logiciel, on peut tout de suite savoir s'il y a un conflit sur le port. S'il ne trouve pas la puce NEC qui est sur la carte, ça veut dire que ça décode pas les adresses correctement ou que c'est que le port est utilisé. Ensuite, si on rentre un petit peu dans les tests, il va vérifier que l'horloge fonctionne. Donc il est même en train de faire une action sur la carte, donc on peut prendre un oscilloscope et regarder si on a bien la pin 3 sur les IC qui sont listés ici, qui sont en train de bouger. Ensuite, il regarde là si la fréquence est bonne, donc oui. Voilà. Ensuite, tout ce long test, c'est pour vérifier la deuxième puce, le double timer qui est sur la carte. Et c'est un comportement qu'on a remarqué sur un de ces registres, c'est qu'il répond le nombre en complément. Donc si on lui donne 170, il répond 85, si on lui donne 85, il répond 170, sachant que le complément fait 255. Et ça permet de voir, donc si le complément n'est pas 255, on n'a qu'à regarder la différence 255 moins l'addition de ces deux chiffres, et ça va nous donner soit 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64, et ça permet de savoir quel bit n'est pas connecté. Donc si on a un problème sur une pin du décodage d'adresse, il manque une adresse, et ben on va voir tout de suite avec ces nombres là quel bit il n'est pas connecté sur la carte. Ensuite on a des tests en boucle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le test 5, donc test d'entrée sans demander à la carte de boucler l'horloge, mais d'écouter l'horloge qui arrive. Donc je fais 5. J'appuie sur une touche et voilà, il va me lister les différents statuts de registre sur la carte pour me donner les valeurs qui sont reçues. Donc là, 68, il ne se passe rien. Je vais allumer un Thomson. Et je lance le nanoréseau. Et on voit que le Thomson envoie bien une horloge qui est détectée. Donc ces deux valeurs, 108 et 68, correspondent à sa détection horloge en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas.
c'est les bonnes valeurs, donc il détecte bien l'horloge du Thomson. Voilà, c'est à peu près tout ce que peut faire ce logiciel, mais c'est déjà super intéressant pour pouvoir débugger une carte et savoir ce qu'elle reçoit et s'il y a un composant qui ne marche pas dessus, si elle ne décode pas ses adresses et tout ça. C'est bien plus informatif que le logiciel de nanoréseau NR33 qui de base, lui, ne dit tout ou rien, c'est-à-dire il dit il se lance si ça marche et si ça ne marche pas, il vous dit carte défectueuse ou absente. C'est super utile. Maintenant, si je fais le même test avec le NR33, par contre, si je lance le logiciel de nanoréseau, donc il vérifie la carte. Mais par contre, voilà, chez moi, ce qui ne marche pas et qui marche bien chez Full Duplex, c'est que moi, il ne voit jamais les postes qui sont sur le réseau. Il reste toujours à 0. Donc, si j'essaie de diffuser, eh bien sûr, il me fait des erreurs parce qu'il n'y a pas de poste connecté sur mon réseau. Et quoi que j'ai testé ici, c'est-à-dire j'ai testé même de changer le TO16 par autre chose, par une autre machine, j'ai essayé le Victor, les Thomson, j'en ai essayé 3 MO5, 2 MO5 NR et j'ai pas plus de résultats. J'ai essayé 4 contrôleurs réseau différents, pas plus de résultats. J'ai même essayé une carte originelle dans mon TO16 et je n'ai pas plus de résultats. Ce qui me fait vraiment penser que j'ai dû faire quelque chose de travers dans mes câbles de connexion réseau. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que cette réplique fonctionne. Donc, dès que j'aurai pu débugger mes câbles, donc pour ce faire, je vais les donner à Full Duplex, qui a beaucoup plus d'outils que moi et qui va débugger les câbles. Voilà, ça c'était pour la mise à jour sur le nanoréseau. Donc le nanoréseau, eh ben, ça viendra quand j'aurai réussi à faire fonctionner ça à la maison. Et à ce moment-là, eh bien, j'aurai quelques cartes à vendre de nanoréseau toutes montées. Je libérerai une fois ces quelques cartes que j'ai d'avance de vendues, je libérerai en open source sur le GitHub tous les schémas électroniques ainsi que le gerbeur et tout ce qu'il faut pour refaire la carte. Avec la BOM et tout. Après le nanoréseau, je me suis attaqué à un autre projet. Ce projet, c'est lui. Vous le reconnaîtrez suite à la vidéo de la semaine passée. C'est le DDI1. Donc le DDI1, j'en cherche depuis très longtemps et j'en ai marre de les voir sur eBay à plus de 100 € pour un simple contrôleur de floppy. Donc il n'y a pas beaucoup de composants là-dedans et c'est juste pour apporter le support du floppy à un CPC 464. Donc eh bien, je vais le reproduire. Voici, bon, j'ai commencé il y a seulement quelques jours, j'y ai passé d'ailleurs beaucoup trop de temps. Voilà déjà le modèle 3D de la boîte de ce DDI1, donc pour le refaire à l'identique. Et voici où on en est du schéma. Et voici où on en est de la reproduction de la carte. C'est loin d'être fini, il y a encore des erreurs de piste, il y a encore plein de choses et je ne vais pas le laisser d'origine. C'est-à-dire que ce DDI1 là qui est alimenté par son lecteur de disquette, ce que je vais faire, c'est que je vais derrière lui sortir un fil qui ira se brancher en 12 volts sur l'écran de l'Amstrad et ça permettra ainsi de s'affranchir de l'alimentation du lecteur. Et je le ferai modifier aussi pour qu'il supporte les DF1, mais aussi les autres lecteurs de disquettes en supprimant les connexions sur le 5 volts qui partent dans la nappe. Voilà. Et
Bon, ça va prendre quelques mois, hein, il ne sera pas disponible demain. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de cette semaine. Parce que lui, il m'a pris beaucoup de temps et puis j'ai pas mal de travail aussi par ailleurs. Donc, moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.